Bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence de ce soir du professeur David Lee. En fait, on va avoir droit à... Vous avez le titre ici, donc vous verrez un petit peu de quoi il retourne. Mais juste pour le présenter, je voudrais quand même expliquer que ça fait déjà des siècles, des millénaires que l'homme utilise l'énergie musculaire. D'abord sa propre énergie musculaire, puis celle des animaux domestiqués, et puis, depuis pas si longtemps, finalement, dans l'histoire de l'humanité, on utilise des machines de plus en plus sophistiquées, des machines complexes, des machines énormes qui peuvent soulever des tonnes, des machines volantes. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une machine? C'est quelque chose qui provoque un mouvement contrôlé. Or, je bouge, j'ai des mouvements contrôlés, tous les humains bougent, tous les êtres vivants bougent, la vie bouge. Comment est-ce que la vie provoque des mouvements contrôlés? Eh bien, ça se passe au niveau cellulaire, ça se passe au niveau moléculaire, et par conséquent, la nature a trouvé des systèmes moléculaires capables de bouger, des espèces de machines moléculaires qui vont pouvoir provoquer un mouvement, le battement de cœur, marche, etc. Et le professeur David Lee a une passion, c'est celle d'essayer de reproduire à l'échelle moléculaire de telles machines. Non pas imiter ce que fait le vivant, mais utiliser la chimie qui est une science d'invention, qui crée son objet, une science qui permet de créer de nouvelles molécules qui pourraient avoir le même type de comportement. Et c'est ça qu'il va nous présenter aujourd'hui. Mais brièvement, je voudrais présenter un petit peu sa carrière. Il a fait ses études à Manchester, puis un postdoc au Canada, puis il est revenu en Angleterre, à Manchester de nouveau, puis il a eu un poste de professeur à Édimbourg, et on apprend récemment qu'aujourd'hui il retourne dans son alma mater à Manchester. Professeur David Lee a reçu beaucoup de prix, pas encore le Nobel, ça viendra peut-être, mais entre autres, par exemple, le prix Feynman de nanotechnologie, le prix Descartes, et puis il a été récemment aussi élu à l'Académie royale anglaise. Je ne voudrais pas terminer sans dire que David Lee est aussi membre du cercle de magiciens d'Édimbourg. Ah, je crois que vous allez voir des choses intéressantes. La magie moléculaire. David Solios. Okay. Thank you. Merci beaucoup, Alex, de cette aimable présentation. Mes remerciements à la Fondation Wright et à la famille Wright qui nous permettent de nous rencontrer ici pendant une semaine entière, un colloque de tout haut niveau que nous autres, les scientifiques, apprécions beaucoup, et merci de l'accueil chaleureux du public genevois. C'est vraiment très agréable pour un savant de prendre la parole devant un tel public. Le thème général de cette série de conférences est l'architecture moléculaire. L'architecture moléculaire dont je vais vous parler repose sur des anneaux. Je vais vous les faire circuler pour que vous puissiez les montrer à vos voisins et je les récupérerai ultérieurement. Les anneaux, en effet, jouent un rôle très important dans l'architecture moléculaire, mais il faut qu'il soit de la bonne taille. Si l'anneau est trop grand, il y a un certain nombre de choses qui peuvent passer à travers et on ne peut plus profiter des avantages de la forme moléculaire correspondante. Si l'anneau est trop petit, rien ne pourra y rentrer. Et là encore, on perdra quelques-uns des avantages de la forme cyclique et de la topologie cyclique de l'anneau. Mais si vous choisissez le bon anneau, qui présente la taille appropriée et qui a la structure chimique voulue, vous pouvez lier d'autres molécules de manière sélective à l'intérieur des cavités de ces anneaux. Et pour peu que vous choisissiez l'anneau correctement et qu'il y ait les bonnes structures cycliques et puis les bonnes formes, si vous avez vraiment beaucoup de chance,
des choses bizarres peuvent se passer. Non, non. Je suis disponible pour les anniversaires, les goûters, les bar mitzvahs et les dîners de Noël. Bon, je vais vous parler de toutes ces choses surprenantes que nous pouvons faire avec les molécules, les architectures qu'il est possible de créer et la manière de créer des structures cycliques pour réaliser des machines d'une taille moléculaire. La taille de ces appareils, pour vous donner une petite idée, est la suivante. Ce sont les machines les plus petites possibles. Il y a 50 ans, un ordinateur remplissait une salle aussi grande que celle-ci. Et nous savons qu'en 50 ans, la miniaturisation a beaucoup progressé. On trouve des puces informatiques dans les iPhones et les autres dispositifs similaires qui peuvent vraiment être aussi, qui sont à peu près aussi grands que la pointe d'une épingle. Mais nous n'allons pas parler des échelles de l'ordre de grandeur de mètres ou de millimètres, mais de choses qui sont des millions de fois plus petites encore, c'est-à-dire la nano-échelle, les nanotechnologies. Quelques millionièmes de millimètres de dimension. Ce genre de machine, beaucoup de gens y investissent énormément d'espoir. On espère en effet que la nanotechnologie va permettre de réaliser des choses extraordinairement intéressantes pour soigner des maladies ou dans d'autres domaines encore. Mais cela suscite également quelques craintes. Le prince de Galles, dans mon pays, par exemple, un savant de haut niveau, comme vous le savez tous, s'inquiète de la possibilité de nanomachines auto-réplicantes qui s'empareraient de la planète. Alors, qu'est-ce qui relève de la science, qu'est-ce qui relève de la fiction dans tout cela? Nous, dans notre laboratoire, dans notre groupe, dans notre discipline, nous essayons de suivre les conseils d'Alan Kay, qui était un informaticien américain qui travaillait pour Apple et Hewlett-Packard. À l'époque, toute une série de rumeurs dans les années 70 ou 80, des séries de rumeurs circulaient disant que Apple allait faire ceci, Hewlett-Packard allait faire cela, et Alan Kay a dit de quelle manière il était possible de prédire l'avenir en disant la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Et les savants ont précisément suivi son conseil dans le domaine des machines moléculaires en utilisant la chimie synthétique. La chimie est une science unique parmi toutes les sciences parce que non seulement elle permet de comprendre comment les choses fonctionnent sur le plan des structures ou de la biologie, comme on en a parlé cette semaine, mais aussi de créer des choses qui n'existaient pas jusque-là. Et donc d'inventer des systèmes d'un type nouveau qui peuvent également présenter des fonctions fascinantes. C'est précisément le domaine des machines moléculaires. C'est là, dans ce domaine que nous allons inventer des choses nouvelles. Comment allons-nous ramener cette notion de machine à l'échelle moléculaire? La réponse est la suivante. Il y a déjà des nanotechnologies qui fonctionnent. Elles sont utilisées par la nature. Ce cliché vous montre la raison pour laquelle les savants devraient peut-être se consacrer davantage aux machines moléculaires. En effet, la nature utilise des machines moléculaires pour à peu près tout. Si vous pouvez regarder ce cliché, si vos muscles bougent, si l'énergie vient du soleil, si vous bougez, si l'information est stockée dans les cellules, tous les processus biologiques, en d'autres termes, dépendent fondamentalement des machines moléculaires qui contrôlent tous les types de mouvements possibles et imaginables. Au début du XXIe siècle, n'utilise absolument pas la machine moléculaire pour quoi que ce soit. Tous les produits pharmaceutiques, les médicaments, les agents chimiques, les catalyseurs, les autres choses que nous utilisons dans notre monde dépendent exclusivement des propriétés statiques des molécules. La biologie n'a pas évolué pendant 2 milliards, alors que pendant 2 milliards et demi d'années, depuis 2 milliards et demi d'années, elle utilise des machines moléculaires. Il y a bien une raison à cela. Les machines moléculaires contrôlent tous les mouvements et maîtrisent les interfaces avec les autres molécules. Et donc, il y a de bonnes raisons. Et je crois que si nous autres savants nous penchons là-dessus, nous allons faire progresser la science de façon considérable. Alors,
Il ne s'agit pas, bien entendu, de miniaturiser les voitures pour qu'elles prennent la taille d'une molécule. C'est impossible. La manière dont la matière se comporte à des échelles de grandeur différentes est radicalement différente. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de tirer des enseignements des machines biologiques. Essayer de comprendre comment les machines biologiques fonctionnent et utiliser les mêmes principes pour les réaliser à ces échelles-là. Pour vous donner quelques petits exemples de l'effet d'échelle, par exemple, mon nom, mon badge, va rester sur place, sauf si évidemment je le bouscule et lui donne une claque et qu'il tombe par terre, parce que c'est un objet de grande taille. Mais à l'échelle moléculaire, les molécules qui composent cette plaque ne cessent de bouger. Et elles se déplacent, ces molécules, d'ores et déjà. En revanche, il s'agit de contrôler ce mouvement, éviter les mouvements aléatoires, ceux que l'on ne souhaite pas, et ce qui reste, c'est la machine. La biologie et la manière dont nous allons la copier utilisent pour cela des architectures avec des divers degrés de liberté. Regardez ce genre de structure. Vous constaterez que bon nombre de ces machines se déplacent le long de pistes ou tournent autour de certains axes. Nous allons donc réaliser exactement le même genre d'architecture pour les machines biologiques que nous souhaitons mettre en place. Voilà le genre d'architecture que nous souhaitons mettre en place. Ce modèle, cette petite maquette assez sophistiquée, est censée représenter les molécules où ces deux anneaux, rouge et bleu, sont des structures moléculaires et ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre, mais peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. Ces molécules s'appellent caténanes, du latin catena qui signifie la chaîne. Et avec les caténanes, nous pouvons contrôler le mouvement, le déplacement d'un anneau par rapport à l'autre et utiliser cela, par exemple, pour réaliser une machine à mouvement moléculaire contrôlé. Le deuxième type d'architecture que l'on va rencontrer, c'est l'architecture dans laquelle un de ces anneaux est remplacé par un axe linéaire. L'anneau peut se déplacer le long de cet axe, mais on l'empêche d'aller à l'extrémité grâce à ses butées. Et c'est ce qu'on appelle la rotaxane, du latin rota qui signifie la roue et axe qui signifie l'axe. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que l'on peut évidemment contrôler, maîtriser le mouvement translationnel. Et si l'on peut contrôler le mouvement rotationnel et le mouvement translationnel, on peut réaliser toutes sortes de machines. Il est assez évidemment difficile de passer un fil dans le chat d'une aiguille dans le monde réel, mais comment allons-nous enfoncer cet anneau dans cet axe si la dimension n'en est que d'un nanomillimètre? Eh bien, pour cela, il faut utiliser la nature, les lois de la nature elle-même et le concept de auto-assemblée. Je vais vous en faire une petite démonstration. Voici comment l'auto-assemblage fonctionne. Je me suis dit comment faire. Et puis aujourd'hui, je suis allé à la réception de mon hôtel pour acheter le journal et vous voyez que la propriétaire de l'hôtel a un chien qui avait pris le journal avant moi. Mais ça m'a fait penser. Je me suis dit, évidemment, un journal, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est une structure qui exige un grand nombre d'interventions, beaucoup d'efforts de la part de beaucoup d'individus. Il faut évidemment des journalistes qui rédigent les articles, il faut des rédacteurs qui les corrigent, il faut des typographes qui organisent les texte sur la page, il faut l'imprimeur pour l'imprimer, il faut des gens pour distribuer le journal. C'est assez complexe de réaliser une structure aussi importante que cela. Je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas plus facile de pouvoir prendre les modules qui composent cet élément et faire en sorte qu'ils s'assemblent par eux-mêmes? Qu'ils s'assemblent par eux-mêmes pour que la structure se mette en place toute seule. Voilà précisément ce que nous essayons de faire chez nous. Nous essayons de pousser ou d'inciter les modules ou les éléments de construction à s'arranger par eux-mêmes.
En fait, nous n'étions pas en train de délibérément réaliser ce genre de molécules. Il y a une soixantaine d'années, nous essayons de réaliser des structures moléculaires de cette forme, des anneaux. C'est la bonne forme pour lier le dioxyde de carbone. Nous nous sommes dit que ça permettrait peut-être d'absorber le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais quand nous avons essayé de réaliser cette molécule en utilisant ces deux produits chimiques disponibles dans le commerce à gauche, nous avons obtenu une surprise, parce que ça n'est pas cet anneau que nous avons obtenu. Nous avons en réalité obtenu deux anneaux, imbriqués l'un dans l'autre, réalisant ainsi une caténane. Et cette structure montre comment les atomes se comportent sous forme cristalline. Vous voyez ici un anneau en bleu, l'autre en jaune. Et cela s'explique parce que les petites lignes représentent en quelque sorte les bombes hydrogène, les liaisons hydrogène, pardon, dont nous avons déjà parlé au début de la semaine. Et ce sont des gabarits qui contribuent à la cohésion de l'ensemble et provoquent des réactions qui aboutissent à la formation de cette caténane. Donc, 4 de ces molécules, dans chacun des deux cas, peuvent se combiner pour réaliser une caténane. Et ça a été découvert il y a près de 17 ans. C'est un hasard, mais des choses surprenantes arrivent tous les jours. Les choses surprenantes arrivent tous les jours. Évidemment, ce n'est pas ce qui est surprenant qui est important, mais lorsque l'on comprend ce que l'on peut faire avec ces phénomènes surprenants, on peut essayer de réaliser ces anneaux, imbriqués les uns dans les autres, et on s'est demandé s'il était possible de les utiliser pour commander le mouvement de ces systèmes et les utiliser comme base, en quelque sorte, de ces machines moléculaires. Donc, ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est la manière de fabriquer ces machines. Donc, les caténanes ne sont pas les seuls à agir de la sorte, mais aussi les rotaxanes. Qui est-ce qui a l'anneau que je vous circulais tout à l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a l'anneau? Est-ce que ça vous embêterait de venir me le ramener, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Venez ici, montez sur la scène. Merci beaucoup. Moi, je viens de ce côté. Venez par ici. Moi, je suis David. Bonjour. Tu es Simon. Merci. Alors, on va faire un petit peu de chimie ensemble. D'accord? Petite démonstration. Tiens l'anneau, comme ça, en hauteur. Parfait. Merci. Donc, voilà l'anneau. Maintenant, nous avons le fil. Nous avons deux personnes un peu ventrues, l'une plus ventrue que l'autre, disons. Et puis, on va former de la rotaxane. Voilà. Alors, il suffit de laisser tomber l'anneau. Hop. Voilà, bravo. Merci. Félicitations. Ça a bien marché dans le laboratoire hier, donc rendement de 100%. Bon, dans le fil, il y avait simplement cette double liaison carbone-carbone. Le catalyste ouvre et ferme cette liaison et c'est comme cela que l'on peut obtenir le résultat que vous venez de voir. Voilà, on peut fabriquer ce genre de molécules. Excusez-moi de vous avoir présenté toutes ces structures chimiques à l'écran, mais c'est juste pour vous montrer que cette réaction est très tolérante. On peut réaliser toutes sortes de molécules, de types de molécules différents en utilisant le même genre de réaction. Certaines de ces molécules font appel à des substrats biologiques, etc. Donc vraiment, c'est possible, c'est réalisable. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, pour réaliser une machine moléculaire qui tire parti de ces interactions, on peut utiliser deux sites de liaison pour cet anneau sur le fil. Et dès lors, vous vous souvenez que je vous ai dit que tous les composants de la molécule se déplacent à l'échelle moléculaire. Les anneaux, en fait, bougent entre ces deux sites, mais préfèrent rester du côté qui est le plus collant, en quelque sorte, sur l'anneau. Mais puisque nous sommes des chimistes, nous sommes dit qu'il fallait peut-être changer la structure chimique de ce site, c'est-à-dire la modifier chimiquement, éviter qu'elle soit aussi collante. Et dans ce cas-là, toutes les petites molécules vont se mettre à l'autre endroit, et donc l'anneau va changer de place sur la chaîne. Si c'est une réaction réversible, eh bien, on peut la faire évidemment réaliser dans l'autre sens et on obtient du coup un commutateur moléculaire réversible.
On peut utiliser toute une série de stimulus différents, de forces différentes pour que cet effet de commutation fonctionne. Il suffit de changer la polarité de l'environnement. On peut passer d'un environnement lipidique à un environnement aqueux, ou on peut utiliser la lumière, ou l'électricité, ou la température, ou faire des liaisons avec toutes sortes d'alliages différents. Tout ceci est possible pour réaliser ces types de commutations différents. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces commutateurs? Eh bien, on peut déplacer les parties de la molécule. Mais qu'est-ce que ces molécules peuvent faire exactement? Eh bien, tout dépend de l'imagination des savants. On peut ajouter des morceaux, en quelque sorte, à cet anneau, à la structure en fil. Et une fois que tout sera en place et que l'on écarte l'anneau, on écarte les parties correspondantes, on déconnecte l'interaction qui était présente initialement. Et du coup, on change les effets de propriété de la molécule par une action similaire à celle d'une machine. Voilà l'exemple de ce que l'on peut faire, par exemple. Cela nous ramène un peu à la conférence du professeur Holmes hier lorsqu'il parlait de la fluorescence. Il avait un formidable exemple de polymère fluorescent. Ça, c'est un groupe fluorescent qui est à l'extrémité d'une de ces machines moléculaires très simples. Donc, sa propriété, c'est de la fluorescence. La lumière ultraviolette projetée dessus provoque la fluorescence. Mais de ce côté-ci, sur ce groupe, nous avons un groupe qui peut écraser la réaction et donc, en quelque sorte, arrêter l'émission de lumière. Si l'anneau est commuté, c'est fermé, la molécule est à un état arrêt, il n'y a pas de lumière qui est émise. Si l'anneau est écarté du groupe central, il y a réponse optique, donc fluorescence, que l'on peut voir à l'œil nu, simplement par mouvement de la molécule. Cela marche avec les polymères, donc si vous réalisez ces machines moléculaires avec des petits polymères, vous pouvez écrire de l'information dans le film polymère, dans le film plastique, et vous pouvez voir à l'œil nu le résultat qui est le fruit de ce mouvement contrôlé, le déplacement de cet anneau le long de ce fil. Mais il y a d'autres choses que l'on peut faire. Ça, c'est un groupe Teflon sur le fil. L'anneau peut être commuté pour être écarté du groupe Teflon, donc exposé au monde extérieur, ou on peut lui projeter de la lumière pour que la forme de ce groupe initial bouge, ce qui amène à recouvrir le groupe Teflon. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, on peut recouvrir, enduire ces molécules, les mettre sur une surface, c'est une surface d'or très plate, et on peut mettre cette couche unique de machines moléculaires à la surface. Si le groupe Teflon, les groupes de fluorocarbures sont exposés au monde extérieur, la surface sera hydrophobe. Ce sera comme le revêtement Teflon d'une poêle. Mais si on met de la lumière sur ces molécules, elles bougeront, les groupes Teflon seront recouverts et la surface changera, elle ne sera plus hydrophobe, elle sera hydrophile. Voici un cliché d'un film de ce que l'on peut faire avec ce genre de machine. Ça n'est pas vraiment de l'eau, c'est du méthane, mais c'est égal parce que c'est une toute petite goutte, un micromètre, un micron, avec un liquide d'un point d'ébullition très élevé, avec un ratio de volume très élevé pour qu'il ne s'évapore pas. Sur cette surface en or, il y a une couche unique, une monocouche de cette molécule de rotaxane. On projette de la lumière sur cette surface. Vous voyez qu'il y a un angle de contact très pentu, puisque en raison de la composition du téflon. Et voilà la vidéo qui vous montre ce qui se passe. Voici la gouttelette qui est à la surface, qui n'a qu'une seule couche de ces molécules à la surface. Et on projette de la lumière à cet endroit-là, qui couvre les groupes Teflon dans cette région-là. Et vous voyez ce qui se passe. La gouttelette commence à bouger, elle avance le long de la surface de cette machine moléculaire. Même l'extrémité de la gouttelette bouge également. Donc ça se voit à l'œil nu. La gouttelette a bougé par la présence d'une seule monocouche de cette petite machine moléculaire à la surface. Et ça permet de transporter un objet le long de la surface en question. Si vous n'avez pas les groupes Teflon, on ne voit aucun changement
dans la gouttelette et aucun déplacement. Donc on sait que c'est la preuve de la cause de ce déplacement. Ici, une pente de 1/8, donc plus que ce que je ne suis capable de monter à vélo. Mais si vous mettez la gouttelette au bas de la pente, eh bien, contre les forces de la gravité, cette gouttelette va monter sur cette couche unique d'une seule couche de molécules de téflon. Donc, du simple effet de l'action de la lumière à cet endroit. Donc, ça veut dire que ce phénomène suscite des forces très importantes. La taille est de l'ordre de 1 nanomètre, 1 millionième de millimètre. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez une charge de piston en bas d'une tour et que on soit capable de soulever un objet de 2 fois plus de la hauteur de la tour en question. Donc, c'est quand même une distance et une force et un phénomène avec des effets considérables. Jusqu'ici, on a parlé de commutateurs et comment réaliser des choses qui ressemblent plus à des phénomènes biologiques, comme ici la kinésine. C'est une molécule absolument fascinante dont nous allons sans doute reparler demain en liaison avec le ribosome. Les chimistes doivent utiliser pour cela des solutions qui viennent d'autres branches de la science, ce qu'on appelle la physique statistique non équilibrée. Qu'est-ce que ça signifie? Tout ceci remonte en fait à 1870, il y a 150 ans, à l'époque où les lois de la thermodynamique venaient juste d'être formulées par Lord Kelvin. Un savant, James Clerk Maxwell en Écosse et Boltzmann en Allemagne, ont élaboré une théorie de la chaleur qui disait que les gaz sont faits de structures moléculaires. Et beaucoup de gens n'y croyaient pas à l'époque. Mais des gens tels que Maxwell et Kelvin et Boltzmann y croyaient, eux. Mais la création de ces lois de la thermodynamique a fait apparaître beaucoup de paradoxes que les savants étaient incapables d'expliquer. Un de ces paradoxes a été réalisé ou formulé dans une expérience intellectuelle que Maxwell a formulée de la façon suivante. Il s'est dit, et si j'avais une boîte à l'intérieur des molécules de gaz, les rouges se déplacent rapidement, donc ils sont chaudes ces molécules, et les bleus sont froides. Et imaginons qu'il y ait une barrière entre ces deux boîtes avec une espèce de passage. Chaque fois qu'une molécule qui se déplace rapidement approche de la droite, un espèce de démon soulève la trappe et la molécule peut passer de l'autre côté. Quant aux molécules froides, idem, mais dans l'autre sens. Mais évidemment, les molécules qui se déplacent lentement ne sont pas autorisées à aller à droite. En d'autres termes, cet être, ce démon, comme on l'a appelé, le démon de Maxwell, est capable de trier les molécules en fonction de leur température et ce faisant, il peut créer un gradient de température entre les deux moitiés de la boîte. En d'autres termes, il y a un gradient de température sans émettre ou consommer de l'énergie pour ouvrir ou fermer la porte. Et si l'on crée un gradient de température, c'est précisément ce qui se passe dans un piston ou dans une turbine, on peut l'utiliser pour faire fonctionner quelque chose. Donc ça pourrait être en quelque sorte une machine de mouvement perpétuel qui obtiendrait de l'énergie à partir de rien. Et Maxwell s'est bien rendu compte que c'était impossible selon les lois de la thermodynamique et formulées par Kelvin quelque temps auparavant. Mais il ne comprenait évidemment pas pourquoi. Et il s'est rendu compte également qu'il y avait d'autres types de démons qui posaient d'autres sortes de problèmes. Ici, c'est trié en fonction de la rapidité ou de la température, mais ça peut être aussi trié en fonction de la position. Une molécule peut être autorisée à aller de droite à gauche, mais pas de gauche à droite, ou l'inverse. Et ce genre d'effet permettrait en quelque sorte la création d'un gradient de pression. Et là encore, on a l'impression que le démon n'a pas besoin de faire preuve d'énergie pour provoquer ce résultat qui, lui, est source d'énergie. Donc, comment est-ce possible? Eh bien, il a fallu plus de 100 ans pour que les savants comprennent comment ce paradoxe était possible.
En fait, c'est en rapport avec la relation entre l'information et l'énergie. L'information qui doit être traitée par ce petit démon pour savoir s'il doit ouvrir ou fermer la porte est supérieure à l'énergie nécessaire pour déplacer les molécules. C'est la raison pour laquelle les laptops chauffent. Mais dans ce genre de système, le système de Maxwell est capable, en quelque sorte, de générer des mouvements directionnels de molécules, même dans un système où ces molécules suivent un mouvement aléatoire. Ce comportement est très intéressant en ce qui nous concerne pour la réalisation de moteurs. Parce que même si on inversit de l'énergie, ce qu'il est nécessaire de faire pour ne pas briser les lois de la thermodynamique, ça nous amène à savoir comment réaliser un moteur moléculaire. Il y a quelques années, nous avons pu faire la démonstration de ce principe. Voici l'expérience de pensée de Maxwell et voici la molécule qui se comporte exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un anneau avec ce fil, ça correspond à peu près à une molécule de gaz et la barrière entre les deux. Ce que l'on veut, c'est mettre en place un système dans lequel cette barrière s'ouvre de préférence de gauche à droite pour laisser passer l'anneau. Mais lorsque l'anneau est à droite, la machine se rend compte que l'anneau est là, par un mécanisme inconnu, et l'anneau n'a plus le droit de revenir à sa position initiale. Si on peut réaliser une machine de cette nature, on peut inciter les particules qui se trouvent à gauche à aller à droite sans jamais changer leur énergie. C'est ce que les physiciens appelleraient un mécanisme de cliquet de l'information qui fait appel à des processus de traitement d'information, mais à l'échelle des structures moléculaires. Donc nous avons eu la chance, avec des étudiants très intelligents, de mettre en place un tel système qui fonctionne. Ça, c'est la quantité d'anneaux d'un côté de cette molécule. Et si on fait exercer de la lumière sur ce dispositif, on peut inciter la population de ces anneaux à passer de l'autre côté, à franchir la barrière et à se retrouver en fin de compte avec davantage d'anneaux à droite qu'on en avait à gauche au départ. Donc, voilà un système de cliquet d'informations moléculaires qui peut être utilisé pour alimenter des moteurs moléculaires. Comment utiliser ce système? Voilà le genre de molécules que nous voudrions prendre comme source d'inspiration. Ça, c'est la kinésine. C'est une molécule qui est présente en biologie et qui transmet les informations du noyau de la cellule à d'autres parties de la cellule. Donc c'est une machine moléculaire extrêmement complexe. Mais comment peut-on les construire? Bien, là encore, il ne faut pas essayer de répéter le genre de mouvement que l'on a déjà vu jusqu'ici. À l'échelle, les mouvements moléculaires sont beaucoup plus aléatoires. Donc il faut réaliser des choses qui font des pas saccadés en avant, en arrière et de côté. Parce que c'est comme ça que les molécules se déplacent. Voici comment ça devrait marcher. 2 pas, 2 pieds en quelque sorte, et une espèce de marche. Donc on déplace un pied à la fois. L'un s'accroche pendant que l'autre se déplace et l'autre s'accroche et ainsi de suite. Si on peut procéder de la sorte, on obtient un mouvement répétitif, progressif, directionnel. Ça, c'est la molécule que nous avons réalisée qui est capable précisément d'avancer de la sorte. Elle a des pieds qui se relient à des supports différents, des supports chimiques. Et en jouant avec ces processus chimiques, on peut commencer en ayant l'anneau à gauche et l'inciter pas à pas à se déplacer vers le haut, vers le bas et surtout aller vers la droite. Mais cette molécule se déplace non pas de manière directionnelle, mais aléatoire. Et nous nous sommes dit qu'il valait mieux essayer de réaliser ce mouvement directionnel en introduisant précisément un mécanisme de cliquet. C'est ce que nous avons fait ici en ajoutant cette unité, c'est-à-dire quelque chose qui change de forme lorsqu'on lui projette de la lumière.
Et si le groupe qui se déplace n'est pas dessus, ça n'a pas d'importance. Mais si le groupe qui se déplace se trouve justement au-dessus et forme ainsi un anneau, il y a modification de forme, une énergie particulière est investie à l'intérieur de cet anneau et cela provoque le fonctionnement du cliquet. Voilà l'illustration de ce dispositif, de ce qu'on peut appeler ce promeneur. Ici, ça n'est pas véritablement directionnel à gauche. Et le mécanisme de cliquet permet à ce mouvement de devenir directionnel. On a commencé donc avec ce promeneur à gauche, utilisant les molécules. Et si on permet à ce pied de s'avancer, voilà ce qui se passe. La moitié des molécules vont faire un pas en avant pour obtenir cette position-là. Et ensuite, on va investir une certaine énergie, sur le cliquet, l'énergie des molécules qui se trouvent à cet endroit-là. Et lorsque le pied de gauche a le droit de bouger, il y a beaucoup plus de molécules qui vont se retrouver à droite, beaucoup plus que dans l'autre système, alors que dans ce cas-là, il y a tout autant de molécules qui reviennent en position initiale. Tout ça, c'est pour des diagrammes pour vous montrer que ça marche effectivement. C'est le tout premier exemple d'un véritable moteur linéaire à petites molécules. Ça fonctionne grâce à ce mécanisme de cliquet et ça permet de réaliser un mouvement directionnel le long de la piste. La taille a de l'importance. Ma femme me dit toujours que oui, moi je dis non. En effet, voici la dimension des molécules. La kinésine est utilisée dans ces promeneurs moléculaires. Ça franchit des pas très importants pour une molécule, 8 nanomètres, alors que dans l'autre cas, on en arrive à des dimensions de 1,4 nanomètres en passant de l'acide à la base. Cette molécule peut avancer de 37 pas avant de se dissocier, alors que dans l'autre cas, la dissociation se fait bien avant. Notre molécule donc de kinésine peut avoir des résultats bien meilleurs, alors qu'évidemment dans les processus biologiques, les choses sont bien plus compliquées. Mais les molécules biologiques peuvent transporter des charges et réaliser des polymères supramoléculaires, ce que nous ne pouvons pas faire, bien entendu. Il n'en reste pas moins que ce qui est très intéressant, c'est que quelque chose qui pèse 250 Dalton peut être répliqué. Enfin, certaines de ces propriétés peuvent être répliquées par quelque chose qui ne compte que 21 atomes seulement. Et qu'en est-il maintenant de la machine des machines, celle qui constitue l'univers aujourd'hui, le ribosome? Eh bien, nous en entendrons beaucoup plus parler demain. Le professeur Venki va nous en parler demain. Mais il s'agit quand même d'une des machines les plus fascinantes qui existent. C'est celle qui fabrique toutes les protéines de l'organisme. Elle le fait en prenant l'ARN messager, c'est-à-dire l'information d'un brin d'ARN, et fait des petits modules de construction à partir desquels elle constitue des chaînes peptides qui finissent par aboutir à la fabrication de nos protéines. C'est une machine absolument formidable. Comment pourrions-nous réaliser une molécule de cette nature, une molécule aussi extraordinaire? Donc ça, c'est une molécule à peu près 10 fois plus élevée, de plus grande taille que la kinésine, alors que nous travaillons à des échelles bien plus petites. Eh bien, voici comment nous avons procédé pour réaliser des ribosomes artificiels sur la base de la rotaxane ou d'une architecture à la rotaxane. On prend donc un anneau avec un bras robotique et une piste qui comporte des modules, des éléments de construction. L'idée est que cet anneau va se déplacer le long de la piste et avec son bras catalytique va mettre le bras sur la barrière en quelque sorte et ajouter le module de construction complémentaire sur sa tête en quelque sorte et avancer en même temps, ce qui va réaliser les molécules peptides. Une fois que le bloc de construction aura été détaché, il aura attaché à l'anneau, le bras aura été régénéré et pourra progresser à son tour. Voici en quelque sorte le processus. Voici la chimie correspondante avec le groupe catalytique et en haut le site d'élongation. Voici comment ça va fonctionner par le biais d'un processus qu'on appelle la ligature chimique itérative native. Et par voie catalytique ou itérative,
le groupe catalytique va avancer, progresser, détacher le module de construction, le faire passer du site catalytique à l'autre site, régénérer le bras ou le groupe catalytique, se déplacer jusqu'au module de construction suivant, prendre à son tour ce module, le transférer au sommet du premier module de construction, régénérer le bras catalytique, progresser à nouveau et passer au dernier sur ce fil très court, briser la liaison, se détacher, attacher le dernier module de construction. Et voilà, c'est une machine moléculaire synthétique qui synthétise un oligopeptide très court avec une séquence spécifique unique. Ça fonctionne aussi dans l'autre direction, ça synthétise l'acide aminé dans la direction inverse. Donc ça, c'est vraiment la structure chimique. Je ne veux pas entrer dans le détail trop compliqué de cette structure chimique, mais voici comment nous avons réalisé cette petite machine. Nous avons pris ces brins, nous les avons assemblés, l'anneau a été monté, il ne peut donc pas quitter la piste, il est autour de ce fil, on ajoute le bras robotique en haut pour réaliser la machine entière et on active le système et il est prêt désormais à agir. Et on obtient un seul produit. Ce seul produit contient tous les groupes chimiques attendus, un aniline, un phénylalaline, 2 cystine, et la séquence est également celle qu'on avait anticipée parce qu'on peut voir comment cette molécule se désintègre à la spectrométrie de masse et on voit ce qui se passe. Ce qu'on veut faire, c'est créer des chaînes plus longues avec des mini-protéines, des tours, des hélices, des feuilles, d'autres types de réactions et utiliser cela pour créer des usines moléculaires et des assemblages moléculaires. J'ai pris beaucoup de temps, donc je suis vraiment désolée, mais je voulais conclure en vous parlant d'une dernière chose. Quand je suis partie pour me rendre ici, je me suis dit que la chimie, c'est un petit peu comme l'amour. On sait qu'il y a une personne qui nous est chère et quelquefois, on se raccroche à n'importe qui. Mais bon, je vais vous expliquer à quel point la chimie, c'est un petit peu comme l'amour. Hier soir, j'étais assis à côté d'une jeune femme très, très agréable. Donc, je vais lui demander de redescendre vers la tribune et m'aider, s'il vous plaît. Ce serait très, très gentil. Donc, voilà, on va l'applaudir. Thanks, Maggie. Merci, Maggie. On parlait d'amour. Viens, viens, viens. Voilà. Et Maggie me disait qu'elle a épousé un homme extraordinaire. C'est en fait le monsieur qui a invité un certain nombre des orateurs, Alan Williams. Et j'étais un petit peu étonnée par sa description. C'est un homme extraordinaire. C'est vraiment mon âme sœur. Et ceux qui l'ont rencontré, Alan, peut-être vous aurez de la peine à croire ce qu'elle était en train de dire. Voyez, regardez cet homme extraordinaire, Alan Williams. Merci, Alan. Donc, j'ai été touchée. Non, non, va te rasseoir, c'est très bien. Non, non, c'est terminé pour toi. Donc, j'ai été touchée par cette description, mais je suis un scientifique et moi, j'aime bien vérifier ce qu'on me dit. Alors, je vais donner la possibilité à Maggie de se mettre avec quelqu'un d'un peu mieux. Alors, on va essayer de trouver la personne qui vous convienne le mieux, Maggie. Donc, on va le faire de façon un petit peu aléatoire. Donc, Brad Pitt, il vous convient? Non, non. Tom Cruise? Non, non. Non, non, surtout pas. Oh là là. George Clooney. Ah, il est... Non, 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 toujours pas. Alors, David Beckham? Non plus, non plus. Daniel Craig? Non, toujours pas.
Alors, c'est difficile de vous plaire, Maggie. Alors, quel serait le meilleur choix pour vous? Ce qu'il faut faire, donc c'est quelque chose d'aléatoire, c'est une expérience scientifique. Alors, il m'aime, un petit peu comme le jeu de la marguerite. Il m'aime pas. Donc, il m'aime, voilà. Il m'aime pas, il m'aime pas, il m'aime, etc. Donc, en ce qui me concerne, voilà, c'est David Beckham, voilà. Et nous allons voir quel est l'homme qui convient le mieux à Maggie. Donc, il faut que vous le disiez. Il m'aime, on vous mettez au bout de la pile. Il m'aime, il ne m'aime pas, on le met de côté. Il m'aime, bas de la pile. Il ne m'aime pas, à côté. Il m'aime, bas de la pile. Il ne m'aime pas. Il m'aime, bas de la pile. Il ne m'aime pas de côté. Il m'aime, bas de la pile. Il ne m'aime pas. Et le meilleur, qui est l'époux de votre vie? Eh bien, c'est Alan. Formidable. Donc, voilà, une vérification scientifique qui tient la route. Merci beaucoup. Mais vous pouvez garder le portrait, vous pouvez garder la photo. Donc, c'est vrai, elle l'aime, il s'aime. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez qu'on peut contrôler les mouvements moléculaires et créer des systèmes à base de machines moléculaires. Pour faire quoi, vous allez me dire, un petit peu comme il y a une centaine d'années, quand il y a eu le modèle T de Ford, il ne pouvait pas s'attendre à ce que la voiture d'Alan, ce soit une Ferrari. Et puis, ça fait à peu près 10-15 ans qu'on a créé ces structures et déjà, on peut créer de vrais moteurs, des molécules qui se déplacent et qui déplacent des charges malgré la loi de la gravité. Pourquoi faire? Pour toutes sortes de raisons technologiques. Jessica Alba pense que c'est extraordinaire. Donc, merci à Jessica. Et je remercie également mon groupe, un groupe extraordinaire de magiciens moléculaires. Et je vous montre des clichés d'Édimbourg que je viens de quitter. C'est là où j'habitais, dans la Newtown, qui a été construite à l'époque géorgienne, et là, à Ainsley Place, Murray Place, vous arrivez à India Street, 14 India Street, c'est le lieu où naquit James Clerk Maxwell. C'était l'un des 3 grands scientifiques les plus importants de notre temps, avec Newton et les autres, pas en raison du démon de Maxwell, mais c'est parce que lui a découvert que la lumière, c'était de l'irradiation électromagnétique, et ça, Richard Feynman, le prix Nobel de physique, a dit dans 10 000 ans, l'événement le plus significatif du 19e siècle sera la découverte de Maxwell sur les lois de l'électrodynamique. Donc, ce n'était pas l'œuvre d'un président, d'un général, d'un politique, mais ça a été l'œuvre d'un scientifique qui est le plus remarquable. Et on peut dire la même chose pour le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le XXe siècle. À chaque fois, ce sont les scientifiques qui l'emportent sur les politiques et les généraux. Et c'était super de voir tellement d'étudiants hier à la journée des jeunes, parce que ce sont les scientifiques de l'avenir. Donc, merci encore. Avec une dernière conclusion. La technologie est très sophistiquée, eh bien, vous ne pouvez pas la distinguer de la magie. Et ça, c'est une citation de Arthur Clarke. I'm extremely glad that your experimental. Je suis ravie que votre vérification scientifique a démontré que ma femme disait vrai. Donc maintenant, nous allons passer à la partie discussion. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rédigez-les sur les cartes qui vous ont été distribuées. Vous pouvez poser des questions générales sur la science. Il y a eu pas mal de questions ces derniers jours, donc ne soyez pas déçus si nous ne pouvons pas répondre à vos questions, mais je vous propose de nous les apporter, ces questions, sinon nous allons poursuivre la discussion.
entre nous, les membres du panel. Merci. Nous allons commencer. On va mal commencer, en fait, parce qu'il y a une question qui s'adresse à Rod McKinnon, qui est en train d'atterrir à New York. Mais la question qui a été posée pourra être traitée par les membres du panel. Les praticiens de la médecine qui n'est pas la médecine allopathique parlent de l'aura qui entoure les corps des patients. Est-ce que cela existe? Écoutez, moi, je prône la médecine reposant sur des preuves scientifiques parce que j'entends par là que la méthodologie actuelle pour savoir si un traitement soit utile ou pas, en fait, dépend des résultats de tests cliniques randomisés en double aveugle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces tests cliniques randomisés en double aveugle? La raison pour laquelle nous en avons besoin, c'est parce que l'interaction entre notre cerveau et nos émotions et le reste de notre corps est très compliquée, très complexe. Il y a des cas où l'effet placebo ou l'effet de suggestion permet de guérir de quelque chose. C'est assez remarquable, cet effet placebo. Par exemple, les gens ont subi une intervention du genou et il y avait 2 groupes de chirurgie du genou. Dans un groupe, on a fait semblant de faire l'intervention chirurgicale, on les a anesthésiés, les patients, mais on ne leur a rien fait. Et le patient s'est réveillé dans ce groupe et dans l'autre groupe, on a fait cette intervention chirurgicale sur le genou. Il s'est avéré qu'un nombre remarquable sur lesquels on avait fait cette intervention chirurgicale factice ont vu leur douleur du genou diminuer. Donc vous imaginez le pouvoir du cerveau. Alors si on voit tous ces thérapies un petit peu farfelues reposent sur cet effet placebo, et alors pourquoi pas finalement, vous me direz, pourquoi ne pas recourir à l'effet placebo? Ça va, tant que le docteur et le patient sont conscients de la puissance de cet effet placebo et sont d'accord. Deuxièmement, nous ne savons pas comment l'utiliser, ce pouvoir de la suggestion, de façon satisfaisante. Ça varie énormément d'un patient à l'autre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut quantifier, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inscrire dans un protocole standard. Donc quand on parle de médecine, et on parle de médecine moderne, il faut que la thérapeutique soit vérifiée. Est-ce que vous guérissez parce que le médecin vous dit prenez ce comprimé bleu et vous guérirez, et peut-être il vous donne un morceau de sucre ou un comprimé de sucre. Alors c'est pour cette raison que je n'aime pas ces poudres de perlimpinpin, parce qu'il n'y a pas de contrôle et en fait on se fonde sur la puissance, le pouvoir de l'effet placebo. Et la médecine moderne est extrêmement rigoureuse, fait très attention et se développe à partir des résultats de ces essais cliniques randomisés en double aveugle. Autre question. Puisqu'avec tout mouvement, il y a de l'énergie, et puis avec l'énergie, il y a une perte de masse, est-ce que la masse moléculaire tend vers zéro avec le temps? Non. 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 Non, non, non. Les molécules se déplacent. Donc, tout se déplace à l'échelle moléculaire, mais il n'y a pas de consommation d'énergie. Donc, ce n'est pas du tout comme les mouvements occasionnés dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, pour renverser cette bouteille d'eau, il me faut la frapper, cette bouteille d'eau, avec une énergie qui va faire tomber la bouteille, et ensuite il y a dispersion d'énergie. Mais au niveau moléculaire, tout ce qui a une température, donc tout ce qui dépasse le zéro absolu, donc on trouve dans les
couches atmosphériques les plus hautes est en train de se bouger et avec ce mouvement, il n'y a pas de consommation d'énergie. Donc ce mouvement de molécules n'occasionne pas de dégagement, de dissipation de chaleur. Voilà. Bien. Est-ce qu'il serait possible de créer des produits liquides avec l'énergie solaire, des combustibles liquides? Eh bien, moi, je crois en l'avenir des machines moléculaires. Bon, ce n'est pas forcément ce sur quoi nous sommes en train de plonger maintenant, mais d'autres à l'avenir le feront simplement parce que la biologie utilise des machines moléculaires pour tout, pour faire fonctionner tous les aspects de la vie. Toute vie dépend des machines moléculaires et la biologie n'utilise pas des machines moléculaires sans raison avérée. Et quand nous allons comprendre comment nous pouvons contrôler le mouvement et faire en sorte que les composés interagissent de la façon souhaitée, nous pourrons réaliser des choses extraordinaires, donc récupérer l'énergie de l'énergie solaire et utiliser des molécules pour fabriquer d'autres molécules qui pourraient être des molécules de combustible. Donc je pense effectivement que cela sera possible à l'avenir. J'y crois. Autre question. Vous êtes chimiste, vous avez conclu en parlant d'un physicien et vos exemples relevaient de la biologie. Et c'est une question qui s'adresse à tous. Pour former à la science, est-ce qu'il faut vraiment séparer ces trois matières, la biologie, la chimie, la physique? C'est une question difficile. Je pense... Bon, on a déjà entendu dire cette semaine à quel point il y a un chevauchement entre les différentes sciences et il faut être pluridisciplinaire pour s'atteler aux tâches d'aujourd'hui et nous comprenons un petit peu la façon dont les machines biologiques, ce qui nous aide dans notre travail et dans d'autres domaines, nous essayons de comprendre ce que savent les physiciens depuis très longtemps et traduire cela en des termes chimiques, simplement parce que les chimistes ne savaient pas que ça existait dans d'autres disciplines. Mais je pense qu'il vous faut des bases solides dans les différentes disciplines. Donc, je ne pense pas que ce soit mauvais de séparer la chimie de la biologie, de la physique et des mathématiques. Il vous faut des bases en chimie, en biologie, en maths et en physique. Ce sont des cadres très utiles dans lesquels vous allez pouvoir ajouter des connaissances. Et quand vous avez ces modules de connaissances avec lesquels vous allez pouvoir jouer, à ce moment-là, vous allez comprendre comment vous allez passer d'une discipline à l'autre. Peut-être vous pourriez y arriver en ayant des connaissances plus généralisées, mais moi je pense que cette compartimentalisation au tout début, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, on mélange. Bon, c'est un petit peu comme cette salle ou ce bâtiment. Donc il y a une structure physique, les briques, les poutres, ça c'est ce que fait l'ingénieur. Il y a un système électrique qui n'est peut-être pas le précaré de l'ingénieur, avec ses propres problèmes techniques, avec sa propre formation pour mettre en place. Et puis il y a certainement de la plomberie. Et encore une fois, vous avez besoin de connaissances extrêmement spécialisées, des outils extrêmement spécialisés pour pouvoir créer ce système de plomberie, mais ça ne veut pas dire que les uns ne se parlent pas. Où David a tout à fait raison. Les différents corps de métier se parlent pour construire un bâtiment. Et la même chose dans la science. Chaque discipline a sa propre façon de faire les choses. Il faut l'apprendre, cette base, avant de pouvoir parler aux autres disciplines pour essayer de créer quelque chose qui chapeaute toutes ces disciplines ou qui est propre à cet ensemble de champs scientifiques. Quelle serait la machine moléculaire idéale? Quelle est la conception idéale d'une machine moléculaire? Quelle est la machine moléculaire que vous souhaiteriez créer, fabriquer? C'est une bonne question. Encore une bonne question. Donc, comprendre ce qu'on va pouvoir faire avec ces machines moléculaires synthétiques. Vous avez vu les exemples primitifs que je vous ai montrés et
c'est en fait les machines les plus sophistiquées qu'on ait réalisées, et vous voyez que c'est relativement simple. Donc c'est un petit peu comme demander à un homme à l'âge de pierre, après avoir créé la roue, d'anticiper les autoroutes et les villes et ce genre de choses. Donc ça ne sert à rien de créer quelque chose qui soit trop compliqué pour l'instant. Vous pouvez avoir des visions et ce serait formidable de réaliser des molécules qui pourraient s'auto-répliquer ou qui pourraient récupérer l'énergie du soleil et le faire mieux qu'avec les systèmes non moléculaires. Mais pour l'heure, nous ne savons pas assez de choses pour pouvoir faire interagir les moléculaires de la façon souhaitée, pour pouvoir concevoir ce genre de choses. Donc on essaye d'apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. On essaye d'avancer à petits pas. Donc on a commencé à faire ses premiers petits pas comme un bébé qui apprend à marcher. Et je suis sûre que de mon vivant, il y aura des évolutions extraordinaires. Peut-être pas dans les 5 années à venir, mais dans les 10, 15 années à venir. Oui, j'étais en train de me demander, on est à combien d'années de machines auto-réplicantes et des machines qui pourraient connaître des mutations, des machines à partir d'ARN ou même des machines fabriquées à partir de peptides ou de protéines. On pourrait y arriver même avec les connaissances que nous avons aujourd'hui quant à la façon dont cela fonctionne. Donc je ne pense pas que ce sera trop éloigné dans l'avenir et on va pouvoir créer des molécules qui s'autorépliquent et qui ont beaucoup des caractéristiques de la vie. Donc la vie artificielle, je pense que c'est pour demain. Moi, ça m'étonnerait pas d'ouvrir une revue scientifique ces prochains jours et de voir que ça a été fait. Ça peut se passer demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, mais pas plus. La science sans conscience, c'est une expression qui me vient à l'esprit. Alors, les gens ont peur de ces molécules qui s'autorépliquent. Ils ont peur qu'elles vont envahir tout l'espace. En science, c'est très difficile de dire que quelque chose est impossible, sauf si elles sont contraires à la loi de la physique. Et il faut qu'elles soient contraires à plusieurs lois de la physique pour être sûr et certain que ce soit vraiment impossible, que ça relève vraiment de l'impossible. Mais il y a des éléments de science-fiction, on parle de la vie sur d'autres planètes parce que bon, on ne sait pas si cela existe, mais il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que ça pourrait exister, ou le voyage dans le temps, voyager dans le temps. C'est quelque chose qui est peut-être improbable, mais bon, ça pourrait exister. Et les machines auto-réplicantes, est-ce qu'elles pourraient contrôler la planète? Moi, je pense que c'est tout aussi extrême que le voyage dans le temps, parce qu'on a besoin de combustible. On ne peut pas s'auto-répliquer sans combustible. La biologie ne peut pas créer des créatures qui ne consomment rien. Donc, on ne va pas pouvoir concevoir quelque chose, soit à dessein, soit par accident, qui pourrait faire ce genre de choses. Donc, je pense que les probabilités que ce genre de choses se produisent, c'est vraiment très très faible, autant que quelqu'un qui revienne de l'avenir et vous dire que ça n'existe pas. Est-ce que vous connaissez Fraser Stoddart? Oui, oui, effectivement. Et la mémoire, elle se trouve où dans les machines nanomoléculaires? Ou est-ce qu'il ne faut pas vraiment parler de mémoire? Enfin, la mémoire, est-ce qu'il y en a dans des nanomachines? Les structures
de ces molécules n'ont pas de mémoire, elles existent en fonction de l'état. Donc, si vous les créez d'une certaine forme avec les composantes dans telle et telle position, ils resteront telles quelles jusqu'à ce que vous les déplaciez, ne se rappelleront plus où elles étaient avant. La molécule ne se rappelle pas le chemin qu'elle a emprunté pour arriver là où vous l'avez fait arriver. Alors, une dernière question que je ne comprends pas. Lavoisier nous dit que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme, tout est changement. Les machines moléculaires, est-ce que elles sont affectées aussi par ce que Lavoisier disait? Mais comme je vous le disais, on parlait de molécules qui peuvent construire d'autres molécules, et j'ai donné l'exemple de ces premières molécules qui peuvent construire des peptides courts, mais ils ont besoin de modules. Et ils utilisent des modules sur un rail et ils doivent être sur ce rail pour pouvoir l'utiliser comme source d'énergie. Donc il n'y a pas de machine moléculaire qui pourrait créer de la matière qui n'existait pas auparavant. Ces machines moléculaires utilisent les atomes dans la couche de combustible, un petit peu comme quand vous faites un gâteau, vous utilisez de la farine, du beurre, des œufs, et voilà, vous créez votre gâteau. Et le gâteau ne pèsera jamais plus que le poids des ingrédients. Eh bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Vous avez vu qu'on en est vraiment au début d'un champ scientifique extrêmement intéressant et je crois que David mérite nos applaudissements. Nourri.